Bonsoir à tous, bienvenue aux 19h. Dans l'actualité ce soir, visite de chantier dans le nord du département dans le cadre de l'opération de l'électrification rurale menée par le conseil départemental sur l'axe Koungom-Tsamboro. Les images de la visite juste après les titres de ce mardi 12 décembre. Les 4 amendements adoptés dans le cadre de la loi de finances rectificative 2017 ont de quoi redonner du baume au cœur aux communes de l'île. Une injustice est en passe d'être réparée et doit permettre aux municipalités d'envisager l'avenir en termes d'investissement d'envergure. Explication. Ce matin avait lieu une visite de fin de chantier en ce qui concerne l'électrification rurale dans les communes de Bandrabois et Koungou. Depuis 2015, le conseil départemental a consacré 5 millions d'euros dans ce domaine, ô combien important pour les communes de l'île. Reportage. L'antenne mahoraise du Conservatoire botanique national de Mascarin vient de fêter ses 10 ans sur le territoire. 10 ans pour connaître, conserver, conseiller et sensibiliser à la préservation de la flore mahoraise. Et pour cause, Mayotte est un des 34 hotspots de la biodiversité mondiale. Focus sur les richesses botaniques de l'île à la fin de cette édition. Hier, lors de notre édition, nous vous parlions du projet de loi de finances rectificative 2017 comme bonne nouvelle pour le 101e département et plus particulièrement pour ses communes. Pour le directeur général des services de l'Association des maires de Mayotte, les 4 amendements récemment adoptés vont dans le sens d'un rattrapage avec les autres départements français et doivent désormais permettre aux municipalités d'envisager 2018 comme une année riche en investissements. Le point dans ce reportage de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Comme évoqué hier, le projet de loi de finances rectificative 2017 contient 4 amendements primordiaux pour Mayotte. En ce qui concerne la fiscalité notamment, les élus du département ont réussi à réparer une injustice vieille de plusieurs années. Une ordonnance qui remonte à, si ma mémoire est bonne, au 13 septembre 2013, oui, fixait les conditions légales d'une fiscalité locale à Mayotte. Mais dans cette ordonnance, il y a eu 2 vices. Le premier vice, c'est qu'il traitait d'une manière différentielle Mayotte par rapport aux autres départements, avec des valeurs locatives excessives, oui, qui donnaient l'impression que les Mahorais étaient riches pour payer l'impôt, ce qui était faux. La deuxième chose, c'est qu'il mettait en épingle, en conflit, le département et les communes dans le mode de calcul des compensations et dans la manière dont il fallait répartir les recettes de l'octroi de mer. À partir de ce moment, le constat étant fait, Seyd Omar Ouali, le président de l'association des maires, a dit, bon, écoutez, on va rétablir la légalité et l'équité en matière d'impôts. Cette augmentation des compensations de l'État aux collectivités territoriales de Mayotte met fin à une terrible inégalité. Néanmoins, les 3 autres amendements sont également très positifs pour les communes soucieuses d'investir dans des projets d'envergure. Ce qui va changer d'abord, on met en route une fiscalité qui est accessible à tous. Oui. La deuxième chose, c'est qu'on a réparé des anomalies, pour ne pas dire des injustices qui ont été instituées par une loi. Oui. Et surtout, et c'est ce qui est important, les communes bénéficieront de revenus suffisants pour entrer dans le cercle vertueux de l'investissement. Des investissements qui laissent augurer une année 2017 placée sous le signe de la relance économique. Mais les perspectives s'annoncent bonnes. Oui. Tout à l'heure, on était en train de discuter avec Samuel. L'année 2018 annonce des perspectives favorables. Mais comment vous savez ça? Comment vous pouvez le sentir? Mais on le sent. Oui, mais comment? Sur quoi? Parce qu'il y a beaucoup d'anomalies qui ont été levées. D'accord. Des anomalies qui étaient légales, qui ont été levées par ces ordonnances. Seul bémol, cette loi n'a pas d'effet rétroactif et l'injustice ne sera donc qu'à moitié réparée.
même s'il convient sans nul doute de considérer le verre comme à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. En économie, dans une période où la mondialisation est toujours plus accrue, le MEDEF souhaite désormais soutenir les petites et moyennes entreprises. Face aux enjeux actuels, ces structures tentent désespérément de sortir du gouffre auquel ils sont confrontés et les entreprises mahoraises ne semblent pas échapper à la règle. Pour le principal syndicat du patronat, il est désormais temps de prendre en compte ce phénomène de globalisation et de cibler les petites et moyennes entreprises de demain. Bastien Sabouret. Le MEDEF s'intéresse aux petites et moyennes entreprises. Thierry Galarme, le président du MEDEF Mayotte, a surpris. Il vient de s'associer à une tribune signée par une trentaine de chefs d'entreprise, tous réunis sous le nom du collectif La France en croissance. Il propose de concentrer l'action du MEDEF sur les TPE-PME. Si le MEDEF veut venir défendre les petites entreprises avec toutes les difficultés que les petites entreprises rencontrent, donc ça serait une bonne chose. Les TPE représentent 96% des entreprises, soit un quart des richesses produites par le pays. Les PME, quant à elles, hissent la France au premier rang européen. Il n'en reste pas moins qu'à son habitude. Le MEDEF défend plutôt le CAC 40 et les grosses multinationales, comme s'en inquiète Salim Maoulida, le patron d'une petite entreprise à Mayotte. Je pense qu'il s'intéresse à monter son chiffre des adhérents, mais pas de s'occuper réellement parce que MEDEF ne vient pas de commencer à Mayotte. Donc ça fait très longtemps qu'il s'est implanté à Mayotte. Donc s'il avait à s'occuper des petites entreprises, il l'aurait fait il y a longtemps. Il faudrait que MEDEF trahisse les grosses entreprises pour vous aider en fait. Exactement, mais je ne pense pas que MEDEF irait jusqu'à là de laisser les gros porte-monnaies pour venir trouver nous les petits artisans sans gros moyens de pouvoir s'adhérer chez eux. Ils sont plutôt isolés ou sont défendus par d'autres syndicats, mais pas par le MEDEF. Le MEDEF déclare vouloir être pleinement ouvert sur le monde extérieur. À Mayotte, 90% des entreprises sont des TPE. Gageons que les élections du MEDEF en juillet prochain n'interviennent pas dans ce regain d'intérêt soudain pour la majorité des entreprises mahoraises. L'électrification rurale, ce mardi, les élus du département ont réalisé une visite de chantier sur l'axe des cantons Bandrabois, Koungou. 1,5 million d'euros ont été investis pour ce projet d'éclairage dans les provinces mahoraises. Les images de la visite dans ce reportage. Un département en recherche d'éclairage pour ces provinces et les élus étaient bien présents sur le terrain ce mardi pour prendre connaissance des avancées du chantier d'électrification rurale. On n'est pas toujours au fait de ce qui se fait et là c'est l'occasion de se retrouver entre techniciens parce que nous avons aussi bien des partenaires comme EDM et également les entreprises qui œuvrent dans la réalisation de ces chantiers-là qui sont présentes, la population également qui viennent, donc différents partenaires qui nous permettent des moments qui nous permettent de discuter, d'échanger sur ce qui a été fait et les perspectives à venir. Donc les perspectives c'est quoi? C'est continuer à électrifier l'ensemble du territoire. 80% des phases de travaux ont été opérées depuis le début. Un projet donc en voie de finalisation mené en partenariat notamment avec la SOGEA. 5 postes de transformation ont été installés sur le canton Koungou-Mtsamboro via Bandrabois pour un coût total de 1,5 million d'euros. En ce type de projet, la plus grosse partie lorsqu'on crée des postes, c'est l'obtention des conventions de servitude. Voilà, donc cette phase-là s'inscrit dans la phase de l'article 49, qui est en 3 phases, l'avant-projet sommaire, avant-projet définitif et l'article 49. Notre objectif, c'est d'assurer, de faire en sorte que la population puisse avoir suffisamment d'énergie pour vivre correctement. Sur les hauteurs de Longoni, la délégation du conseil départemental assiste au travail d'extension réalisé. 500 mètres pour faire parvenir la lumière dans ce quartier fraîchement bâti.
L'extension de village va à s'accroissant de plus en plus et il est important pour répondre d'une part aux besoins en termes énergétiques pour la population, mais également pour pouvoir sécuriser, parce que nous savons que quand bien même ces habitants se mettent très loin, très éloignés donc du centre des villages, ils parviennent quand même à se fournir en électricité et parfois c'est des situations assez dangereuses. Donc il est important pour nous de répondre à ces besoins-là. Réussir le pari de l'électrification rurale, l'idée est lumineuse et le conseil départemental se donne les moyens. L'ensemble du territoire compte actuellement 28 transformateurs d'électricité pour une facture qui s'élève à 5 millions d'euros l'année. 19h12 sur Kwezi TV, merci d'être avec nous. À présent, état des lieux du reste de l'actualité de ce mardi, dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Après le tollé suscité par la feuille de route, le gouvernement s'est engagé à ce que les élus de Mayotte puissent prendre part à chacune des discussions avec l'État comorien. À ce titre, la France participera en fin de semaine à une commission mixte qui doit se tenir à Moroni. Pour la première fois, les élus mahorais ont été conviés et ont même été reçus en fin de semaine dernière au ministère des Outre-mer pour préparer la rencontre. Au programme des discussions, la coopération régionale avec le gouvernement comorien. En parallèle, des assises se tiennent au sein du pays voisin et le sujet de Mayotte sera au cœur des discussions. Voir arriver une délégation française avec des parlementaires mahorais pourrait une nouvelle fois générer des crispations. En juin dernier, le président de l'association des maires et le président du conseil départemental avaient été invités à rester chez eux alors que des discussions étaient prévues sur le thème de la coopération entre les communes françaises et comoriennes. Le 30 novembre dernier en Petite Terre, un agent de la police aux frontières a été cambriolé alors qu'il se trouvait hors de son domicile. Les voleurs sont parvenus à dérober son arme de service ainsi que des munitions. Depuis, une enquête a été ouverte et elle a rapidement porté ses fruits. En effet, les forces de l'ordre ont procédé à l'interpellation de 4 individus placés en détention ce week-end. Hier soir, une importante opération a quant à elle été menée afin d'arrêter un 5e individu dans le quartier de la Vigie en Petite Terre. La brigade de Pamandzi, la section de recherche, le GIGN ou encore la gendarmerie mobile ont mené une perquisition au domicile de l'accusé. Ils ont retrouvé l'arme du policier de la PAF ainsi que 2 chargeurs. L'individu a été placé en garde à vue, mais selon le colonel de gendarmerie, il n'est pour l'heure pas certain que le cambrioleur fasse partie des 5 individus interpellés. L'UNSA Mayotte vient à son tour de réagir face à la situation dans l'éducation nationale sur le département. Alors que les vacances scolaires ont débuté, le syndicat s'insurge suite à la dernière réunion organisée au vice-rectorat qui portait sur la scolarisation des enfants de moins de 3 ans. En effet, l'UNSA déplore de nombreuses absences avant d'ajouter, je cite, « Il serait temps d'obtenir la délégation de construction des écoles au vice-rectorat et à la préfecture, comme c'est le cas dans le second degré. La prise en charge de tous les élèves ne pourra s'envisager qu'à cette condition. Tout le reste en dépend. Il serait temps de se donner les moyens véritables de résoudre les problèmes liés à l'éducation à Mayotte. Autant à Paris qu'à Mayotte, chaque partie sait que le premier degré ne peut se gérer ici comme il se gère dans n'importe quel département français. Les enjeux de telles décisions dépassent le cadre de l'éducation. Elles conditionnent l'avenir social du territoire. Bonsoir Cécile Tanzini. Bonsoir. Vous êtes la chargée de communication du village d'Eva qui s'occupe d'enfants notamment déscolarisés. Alors je voudrais tout d'abord vous faire réagir sur ce communiqué de l'UNSA justement qui parle d'enfants non scolarisés à l'âge de 3 ans et qui parle ici d'un problème. Votre sentiment par rapport à ça? Alors mon sentiment, il faut être juste. À Mayotte, on manque cruellement de foncier. On a effectivement des personnes de bonne volonté, notamment au vice-rectorat. Je vois des équipes qui se battent pour mener à bien des missions, mais il est compliqué, c'est un problème culturel, parce que lorsqu'il y a des terrains, il y a un grand nombre d'enfants. Pour pouvoir obtenir les signatures et les acquisitions, c'est très complexe. Mayotte fait partie des particularités dues à un milieu culturel différent. Donc pour l'obtention de terrain, ça prend beaucoup de temps, beaucoup plus que si on était dans un endroit en métropole.
D'où il faut mettre un bémol, il faut être un peu souple. Hein. C'est pas une volonté de l'État de ne pas scolariser les enfants. Donc là, c'est vrai que je me mouille dans le sens où l'absence de terrain ne peut pas permettre de construction. Hein. Malheureusement, on commence à être à saturation, on le voit, ça pousse de partout. C'est compliqué, c'est compliqué. En attendant, vous vous occupez justement des enfants qui n'ont pas la chance d'être scolarisés, et même pendant la période des vacances où il y aura pas mal d'activités au sein de votre association. Exactement. Ben, si vous voulez, on connaît les dégâts de l'oisiveté, hein, même chez nos propres enfants. Hein, quand ils ne sont pas occupés, ils font des bêtises. Donc, on est là pour les aider à trouver des occupations intéressantes, à permettre un épanouissement de l'enfant et surtout un apprentissage. Hein, parce que la meilleure des choses, c'est de donner des valeurs, des responsabilités et apprendre aux enfants à se respecter. Hein. Donc, il y a des règles. Voilà. Et quels seront les événements à suivre justement durant cette période? Alors, durant cette période, les enfants vont pouvoir effectivement avoir des dispensations de cours, faire des activités multiples, et puis vont préparer leur soirée réveillon, hein, donc avec leur petit show. Donc ça, ils y tiennent. Vous savez, les enfants ont besoin de créativité et il faut qu'ils s'expriment. C'est très important pour leur épanouissement personnel. Un moment de cohésion et de convivialité. Exactement. Donc pour ces périodes de vacances. 5000 enfants. Aujourd'hui, vous avez recensé 5000 enfants non scolarisés. C'est juste. C'est un chiffre inquiétant. C'est un chiffre inquiétant et qui, je pense, est connu et de tous, mais on a fermé les yeux, c'est-à-dire que on ne peut pas me dire que personne ne passe devant des poubelles la semaine ou le week-end et y trouve des enfants qui sont en train de manger dedans. Moi, j'ai 16 ans de Mayotte. Hein, je suis venue à Mayotte, et je tiens à le dire, pas pour un contrat d'expat. Je suis résidente, j'ai investi, j'ai eu des enfants ici comme mes consoeurs ici mahoraises. Je suis partie de la transculture. J'ai un enfant qui s'est converti, qui est musulman et qui a épousé une petite d'ici, et j'en suis fière. Et je suis mamie, donc j'en suis très fière. Félicitations. Voilà, donc vous voyez, j'ai épousé votre culture. Donc ça, c'est important. Ce que je veux dire par là, c'est il y a une incompréhension de notre part, c'est d'avoir vu le nombre croître de ces petits et que tout le monde ait fermé les yeux. Ça vraiment, c'est d'une incohérence totale. Et que faire pour se faire entendre dans ces cas? Que faire pour se faire entendre? Je pense que là, il est grand temps parce que on parle de délinquance, mais on a laissé les enfants vivre dans la rue. Vous savez que là, c'est la saison des pluies. Allez dans la décharge voir combien d'enfants dorment le soir dans les poubelles. Vous les sentez impliqués justement les autorités dans Je pense qu'il va y avoir un changement et j'ai énormément confiance en notre président, M. Macron, et en son équipe ministérielle pour justement faire en sorte qu'il y ait un rééquilibrage. Nous parlons d'enfants, nous ne parlons pas du tout, il vient de là, non, pas du tout. Ces enfants, ils n'ont pas demandé à vivre dans les poubelles, ces enfants, ils n'ont pas demandé à manger vos déchets. Je suis désolée. Je trouve ça cruel et là où je déplore, c'est qu'il n'y ait il n'y a eu aucune initiative pour un orphelinat à Mayotte. Hein. Lorsque vous voyagez dans des pays étrangers, vous voyez bien, il y a des orphelinats, il y a des centres d'accueil. Nous, ils sont où? C'est où tout ça? Les ONG, tout le monde s'est battu pour ces petits bouts et en attendant, Mayotte ne dispose de rien. Et vous lancez un appel justement à ces autorités pour enfin réagir? Bien sûr, je lance un appel. Combien de destruction alimentaire y a-t-il sur Mayotte? Ce serait intéressant comme sujet. Hein. Effectivement. Et vous arrivez à les prendre en charge justement, ces 5000 enfants? Comment vous... Quelle est la capacité d'accueil au sein de On fait avec notre capacité de tous les jours, c'est-à-dire que c'est un monde associatif, donc on a des personnes qui viennent nous aider, qui lorsqu'elles ont un peu de temps après le boulot, viennent faire 1 heure, 2 heures, c'est du bénévolat. On parle d'une centaine de bénévoles qui font un travail fabuleux. Bien sûr, vous avez des personnes qui font, l'association fait un travail fabuleux, une équipe fabuleuse, qui donne vraiment tout ce qu'elle peut. Donc c'est vrai qu'on manque de moyens, c'est vrai
vrai que on aimerait bien être un peu plus aidé. Et c'est des petites choses, vous savez, hein, mais si tout le monde disait tiens, je range ma maison, j'ai des livres, plutôt que de les jeter, il y a des enfants, ils demandent que ça, avoir un livre. Vous savez, vous leur dites tu rêves de quoi? Je rêve de savoir écrire, de savoir lire et puis de manger, parce que ces enfants mangent pour la plupart qu'une fois par jour. Ça, il faut le dire. On est en France, hein, je tiens à le signaler. Mayotte, c'est un département français et il y a des enfants qui meurent de faim tout de même. Quelles seront les perspectives pour l'année 2018? Les perspectives année 2018, il est vrai que moi je lance un appel à nos confrères de la grande distribution et nos consoeurs, hein, parce qu'il y a des femmes en grande distribution aussi, pour nous aider à faire une banque alimentaire. Il serait grand temps que Mayotte ait une banque alimentaire. Et je tenais à signaler également que vous êtes une des femmes diplômées de l'ESSEC. Et l'ESSEC, qui a le magazine, une revue qui s'appelle Le Reflet, qui a décidé de consacrer une page à votre égard. Et vous avez décidé de parler de Mayotte. Oui, et de vos actions. Exactement. Nul intérêt était de parler de moi, de ce que j'ai pu réaliser dans ma vie. Mon intérêt était de dédier cette page à Mayotte, parce que Mayotte, c'est mon île, c'est mon cœur, c'est mes enfants. Et de parler de ces petits bouts que je vois en souffrance tous les jours. Et je tenais à ce que cette page, à ce que mes diplômes soient utilisés pour cette cause humaniste. Et j'espère que effectivement mes ESSEC, puisqu'on est un groupement ESSEC, vont apporter leur contribution et nous aider pour nos petits. Il ne s'agit pas effectivement de n'importe quelle institution, l'ESSEC. Hein. Non, l'ESSEC, c'est pas n'importe laquelle. On est la deuxième école, on est classé à l'international, on fait partie des groupements élitistes de la France. Et ce que je veux dire par là, c'est il y a des gens diplômés à Mayotte. Il y a des personnes qui se battent tous les jours dont on ne parle pas. Et c'est vrai que si ces personnes peuvent aussi donner de leur temps et nous aider, elles se reconnaîtront à mes dires. Elles seraient les bienvenues. Hein, parce que c'est vrai qu'une bataille, on la gagne à plusieurs, on ne la gagne pas seule. Hein. Et on sera évidemment à vos côtés pour mener cette bataille justement contre la déscolarisation des enfants à Mayotte. Merci. Cécile Tosini du Village d'Eva d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Si l'année dernière, le Conservatoire botanique national et Centre permanent d'initiative pour l'environnement de Mascaran fêtait sa 30e année, cette année, l'antenne de Mayotte du CBNM célèbre ses 10 ans sur le territoire, l'occasion de mettre en avant le parcours de l'association sur l'île depuis son installation. Le week-end dernier, le conseil départemental a accueilli une exposition sur l'herbier de Mayotte, en plus de différentes conférences. Présentation des richesses botaniques de l'île au parfum dans ce reportage d'Adèle Laurent. On recense dans le monde 34 hotspots de la biodiversité et Mayotte en fait partie. Avec ses 793 espèces végétales indigènes et ses 44 espèces uniques au monde, la flore de l'île est en effet exceptionnelle. Mais cette richesse est menacée, notamment par la pression démographique et les défrichements. Nous avons encore des espèces à Mayotte qui ne sont pas connues de la science, c'est-à-dire qui n'ont pas de nom scientifique, pour lesquelles il faudrait bien évidemment travailler, notamment pour aboutir à des descriptions et donc les nommer, mais surtout pour justement les intégrer dans les politiques publiques. C'est surtout la protection des espèces. Nous savons que certaines espèces ont déjà disparu à Mayotte. L'idée, ça serait d'éviter que d'autres espèces disparaissent et encore mieux celles qui ne sont même pas encore connues qui disparaissent avant même d'être connues, donc ça serait vraiment dommage. Et si l'antenne mahoraise du Conservatoire botanique national de Mascarin a permis depuis 10 ans de collecter et de recenser le patrimoine naturel de l'île, son rôle est aussi de le préserver et pour cela, le CBNM utilise 2 méthodes de conservation. C'est la conservation qu'on appelle ex situ qui consiste en fait à faire une sauvegarde de ces espèces patrimoniales, rares, endémiques, menacées,
en dehors de leur milieu naturel. Alors c'est compliqué parce qu'il faut récolter les semences, arriver à les faire germer et à trouver des itinéraires techniques pour produire des plants de ces espèces et ensuite réaliser des collections conservatoires de ces espèces. Ça c'est la conservation ex situ, mais bien sûr on travaille aussi à des programmes de conservation qu'on appelle in situ, où là cela consiste à essayer de sauvegarder, de préserver l'espèce face à ces menaces dans son milieu naturel. Les îles éparses, la Réunion et Mayotte, si le Conservatoire botanique national de Mascarin est un acteur incontournable en termes de connaissance et de sauvegarde de la biodiversité dans le bassin sud-ouest de l'océan Indien, l'association accorde une place toute particulière à Mayotte. Par unité de surface, il y a plus d'espèces à Mayotte que nulle part ailleurs dans l'ensemble de l'Union européenne. Donc c'est vous dire l'importance de Mayotte en matière de biodiversité végétale. C'est le territoire numéro 1 sur ce plan-là. Il va y avoir bientôt la création d'une réserve naturelle nationale des monts et des crêtes de Mayotte. C'est une opportunité fantastique pour le conservatoire et les autres acteurs, évidemment, de remettre à sa juste valeur le patrimoine végétal mahorais, le faire connaître, en faire une attraction écotouristique. Et Mayotte pourrait devenir vraiment un hotspot de l'écotourisme à l'échelle mondiale. Et si les écosystèmes sont à préserver pour leurs valeurs esthétiques et spirituelles, ils le sont aussi pour leurs valeurs économiques, et en particulier à Mayotte. Préserver la forêt de Mayotte, c'est préserver le lagon des risques d'érosion et d'envasement, et c'est donc préserver tout l'aspect économique de valorisation du lagon, touristique, mais la pêche aussi, donc des conséquences aussi alimentaires. Préserver la forêt, c'est aussi préserver les insectes. Si la forêt disparaît, les insectes, des pollinisateurs vont disparaître. Et ces pollinisateurs, n'oubliez pas qu'on en a besoin. C'est eux qui fécondent les fleurs que nous cultivons. C'est eux qui nous permettent de nous alimenter, d'obtenir des graines et des fruits au quotidien. Et ça, on a trop tendance à l'oublier. Et si depuis 10 ans, le CBNM veille à la préservation des richesses botaniques de l'île, pour conserver réellement cette flore exceptionnelle, l'implication réelle des collectivités locales, des pépiniéristes, mais aussi de l'entièreté de la population reste primordiale. Et au vu du nombre de visiteurs venus samedi matin, on peut se dire que le chemin est encore long. Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sonny, bonsoir. Effectivement, comme Adèle Laurent le dit, le chemin est encore long pour sauvegarder notre nature à Mayotte. Oui, alors je crois que le chemin est encore long, mais je pense qu'il y a une véritable prise de conscience. Effectivement, ça a été évoqué dans le sujet, l'environnement, il y a un écosystème à préserver, et puis cet écosystème, il englobe beaucoup de choses, et l'économie, le tourisme, effectivement, c'est important. Les touristes, lorsqu'ils arrivent et qu'ils voient des déchets partout, on a une île qui est absolument splendide, on l'a dit, l'un des hotspots de la biodiversité mondiale. Enfin, on n'en a pas forcément conscience. Alors je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, notamment de la part des autorités locales aussi, pas que nationales. On voit que Nicolas Hulot a décidé d'instaurer une réserve naturelle. Ça, c'est important. On se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant. En tout cas, il y a des vraies actions qui sont menées sur le terrain. Effectivement, elle le précise à la fin, il y avait 10 personnes qui étaient là. Mais bon, ce sont des réunions où on parle beaucoup, et c'est vrai qu'on doit être aussi dans l'action. C'est important qu'il y ait ces réunions de sensibilisation, mais il faut aussi que chacun agisse à son échelle. C'est vraiment important de préserver parce que, effectivement, lorsque on aura une nature qui sera préservée et qu'on verra une île qui retrouvera sa splendeur d'antan, on pourra effectivement penser au développement d'autres. Tout est lié en fait finalement. C'est vrai qu'on ne cesse de le dire, mais il y a vraiment des liens à faire entre à la fois l'économie, on parle aussi de sécurité, on parle d'environnement, on parle de tourisme, tout ça c'est lié. Il faut qu'il y ait des actions qui soient communes, et effectivement, les assises des Outre-mer, c'est très important parce que c'est aussi une réflexion aussi autour de tous ces thèmes, les lier les uns aux autres et permettre de faire en sorte qu'il y ait un développement qui soit commun et qui aille dans le sens d'un mieux vivre et aussi d'un développement de l'île. C'est toujours cette problématique entre d'un côté le développement, notamment le développement économique, et aussi la préservation de l'environnement. Donc c'est toutes ces questions, c'est bien qu'il y ait ce genre de forum, ça fait 10 ans effectivement que le Conservatoire botanique est présent, qu'il mène des actions, il faut aussi qu'il soit soutenu par les pouvoirs publics. Je
pense que c'est ce qu'il faut retenir. Et par la population également. Et par la population, mais je pense qu'effectivement, la population, il y a une prise de conscience qui est en train d'arriver au fur et à mesure, parce que tout le monde se rend bien compte que ces déchets, c'est juste insupportable pour tout le monde et qu'il faut absolument qu'on trouve des solutions et que chacun agisse à son échelle et avec ses moyens. Effectivement, merci Pierre pour toutes ces informations. Merci à vous également d'avoir suivi ce journal. Tout de suite, la météo d'Alexandra Marouane. Retour de l'information sur Cozy demain 6h la matinale. Je vous retrouve à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Belle soirée à tous et à demain si vous le voulez bien.